Journée des débats sur la déclaration de politique générale du gouvernement. Les travaux viennent de s'achever sur cette note. 121 voix pour, 22 contre, 0 abstention. Journée internationale de la presse, c'est demain samedi 3 mai. Comment se porte la profession au Mali? La réponse dans une enquête sur la condition des médias à suivre dans ce journal. Le jazz aussi a sa journée internationale, c'est le 30 avril, date retenue par l'UNESCO, et ça coïncide avec le lancement du Jazzy Koumben Festival de Bamako. C'était ce mercredi à l'ex-CCF, le coin du jazz avec Modibo Soirée en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. La déclaration de politique générale du Premier ministre vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Nous vous proposons tout de suite de suivre la proclamation des résultats du vote par le président de l'Assemblée nationale, suivi des mots de remerciement du Premier ministre. La DPG est adoptée par 121 voix pour, 22 contre et 0 abstention. C'est simplement vous témoigner de la gratitude de l'ensemble des membres du gouvernement, au nom desquels je m'exprime ici, et vous dire que nous nous battrons corps et âme pour tenir l'ensemble des engagements qui sont conduits, qui sont indiqués dans la déclaration de politique générale sous l'éclairage du président de la République, et que nous comptons sur vos critiques, sur votre accompagnement, sur vos conseils, sur votre collaboration, pour qu'ensemble nous puissions tirer notre pays des difficultés dans lesquelles nous végétons depuis quelque temps. Inch'Allah, nous allons y arriver. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Le RTM en direct donc depuis ce matin de l'Assemblée nationale. Les débats sur la déclaration de politique générale s'achèvent. Les députés ont adopté le document à 121 voix, 22 contre et 0 abstention. Retour sur cette journée marathon, dense et riche en commentaires. Le chef du gouvernement répondait à certaines questions et interrogations des députés sur le DPG. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire à Kidal, le niveau du décaissement de 3,2 milliards d'euros promis au Mali à Bruxelles et la situation de la dette intérieure. Reportage de Bourama Traoré. Des débats jaillissent souvent la vérité. Ceux de ce vendredi sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Moussa Mara n'ont pas fait exception à la règle. Sur la qualité et la cohérence de la DPG, les avis de la mouvance présidentielle et de l'opposition sont divergents. La DPG apparaît comme un assemblage de la profession de foi du candidat Moussa Mara à l'élection présidentielle, du projet de société du candidat Mara. Nous vous félicitons encore une fois, Monsieur le Premier ministre, pour la cohérence, la clarté et la précision de votre document. Vous êtes apaisanti sur des aspects importants de la vie de la nation. C'est un long exercice d'éclaircissement auquel s'est livré le chef du gouvernement. D'abord sur la sécurité au nord du Mali, particulièrement à Kidal. Pour l'opposition Vigilance républicaine démocratique, la DPG n'envisage pas de solution pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Si Kidal a été vendu, les Maliens commencent à être dans le doute. Dites-nous clairement. Si vous leur avez donné leur indépendance aussi, dites-le nous. On est fatigué. Faux, rétorque le Premier ministre, pour qui certaines actions sont déjà en cours pour un décollage socio-économique de la région. Aujourd'hui, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle est en train de donner 70 millions de francs CFA en crédit et en soutien aux jeunes de Kidal. Au-delà de l'armée, au-delà du gouvernorat, au-delà d'autres choses, nous sommes en train de travailler au développement de Kidal aujourd'hui. Vous pensez qu'on peut espérer ou on peut rêver de vendre un espace comme Kidal? Jamais. Et ce ne sera pas le cas. Une autre préoccupation soulignée par les députés est relative à la non-présence de l'armée malienne sur l'ensemble du territoire. Sinon, comment comprendre les attaques récurrentes contre les populations? Pourquoi l'armée malienne ne patrouille pas à Kidal, à Baïbara, Tinesako, Inhalid, les communes de Tarkint, Bamba, Temera, Taboy, Bourem, où il y a souvent des attaques et des enlèvements de véhicules?
Ces localités servent de gîte à toute culture de violence qui peut rayonner sur tout le pays, voire tout le Sahel. Éclairage du Premier ministre. Selon le chef du gouvernement, les forces armées maliennes montent en puissance dans le nord, même si, reconnaît Moussa Mara, le processus est jugé lent. Il est impératif et il est important que nous le notions tous. L'armée malienne est présente sur l'ensemble du territoire national, y compris Kidal. Maintenant, sa marge de manœuvre, son déploiement, son fonctionnement, son opérationnalisation peuvent ne pas être satisfaisants. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les déserteurs de l'armée sont ou seront radiés. Tous, sans exception. Nous l'avons dit dans la déclaration de politique générale que nous n'entendons pas sous-traiter notre sécurité. Nous n'entendons pas sous-traiter notre sécurité. Volets économiques sur lesquels l'opposition et le gouvernement n'ont pas la même lecture. Précisément les 3,2 milliards d'euros promis au Mali par les bailleurs de fonds à Bruxelles. Pour la VRD, le niveau de décaissement de ces montants n'est pas à la hauteur des attentes. C'est par rapport au déclencheur des décaissements, relatif surtout en lien avec les décaissements des financements annoncés par les PTF à Bruxelles. Je crois savoir qu'ils sont au nombre de 35, ce qui me paraît être trop et qui peut affecter le rythme de décaissement de ces fonds annoncés. La question est de savoir, est-ce que vous avez pris des dispositions pour réduire le nombre de ces déclencheurs de décaissement de l'aide publique au financement? Vous avez environ 1500 milliards qui font l'objet de conventions, donc d'accords de financement, sur lesquels en février dernier 700 milliards avaient été considérés comme décaissés. Donc je pense qu'en termes de mobilisation, il y a eu quand même des efforts. Si sur 2000 milliards, 1500 milliards fait l'objet d'un accord déjà signé, alors que le processus court jusqu'à la fin de l'année 2014, on peut penser qu'il y a eu des efforts. Monsieur le Premier ministre, le taux de croissance de 6,5% attendu en 2014, à la sortie d'une crise majeure, est un taux appréciable à féliciter. L'atteinte du taux de 10% en 2018 est un grand exploit à saluer. Concernant la dette intérieure, elle s'élève à 167 milliards de francs CFA, un montant sur lequel l'État s'engage à payer cette année 66 milliards. Une initiative salutaire mais insuffisante selon l'opposition. C'est par rapport à l'attractivité de l'économie. Je voudrais comprendre les stratégies que vous développez, vous allez développer, et surtout par rapport à cette attractivité pour que les investisseurs puissent revenir dans notre pays. Cette dette intérieure a fait l'objet d'un audit. Et d'un audit qui a conduit à rejeter 73 milliards de ces 167 milliards. Le rejet est motivé par plusieurs raisons. Vous avez de véritables bandits qui ont endetté l'État sans aucun crédit budgétaire en recevant des biens et en les considérant comme étant des biens reçus. Et nous n'avons d'ailleurs pas la preuve que tous ces biens ont été reçus. En finances publiques, il est interdit d'engager une dépense si elle n'est pas supportée par un crédit budgétaire. À l'issue des débats, les députés doivent se prononcer sur la DPG, un document qui servira de fil conducteur au gouvernement pour réaliser un Mali émergent. D'autres aspects de ce rendez-vous, dans d'autres commentaires, ce sera avec d'autres reporters dans nos éditions de demain.
Ils n'étaient pas tous dans l'hémicycle aujourd'hui pour le débat autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les députés de la commission éducation poursuivent leur mission dans la région de Kaye. Après Kita, les parlementaires en route pour Kenyeba ont fait escale à l'école publique de Kouroukoto et celle communautaire de Nyarikira à Kouroukoto. Les élèves étudient dans des conditions relativement bonnes, pendant qu'à Nyarikira, elles sont très difficiles pour les apprenants. Nos envois spéciaux, Aruna Diara, Dardassiki Diara. Malgré une forte implication du secteur privé et des ONG, le système éducatif dans le cercle de Kenyeba reste toujours confronté à de nombreuses difficultés, notamment les abandons fréquents de l'école par les élèves, le mariage précoce des filles scolarisées, la surcharge des classes et bien d'autres difficultés. L'école publique de Kouroukoto a reçu la visite des parlementaires pour constat. Ici, l'État a beaucoup investi pour que les élèves étudient dans de meilleures conditions. La mairie s'occupe du paiement des salaires des enseignants. Les fonds, les subventions accordées par l'État aux collectivités sont gérées par la mairie. Et l'entretien courant des écoles est assuré par la mairie. Et à ce niveau, il y a le fonds ADARS. Mais la surprise des députés est grande après une visite guidée des lieux par le directeur de cette école. Ces élus de la nation se sont rendus compte du très faible taux d'inscription des élèves à l'école. Et pour cause, les parents refusent d'inscrire leurs enfants et ceux qui sont déjà inscrits abandonnent volontairement les bancs. Pour preuve, sur 106 élèves que compte cette école fondamentale, 63 étaient présents. Une situation qui est à déplorer. Il faudrait que les élus de la localité sensibilisent les parents d'élèves. On a appris également dans ces villages voisins que dès le mois de mai, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les parents quittent la localité, ils vont dans leur hameau de culture en abandonnant les enfants. Et ceci conduit aux enfants également de laisser les classes pour aller rejoindre des parents en brousse. À 18 km du chef-lieu de commune, le contraste est là. Contrairement à Kouroukoto, 102 élèves de l'école communautaire de Nyarikira prennent leurs cours sous des hangars construits en bambou par les villageois. Cette école a été créée en 2001 et compte 4 enseignants pour 5 classes. Dans ce village, un chef de famille a inscrit 11 de ses enfants à l'école. Pour une école communautaire avec tant d'effectifs, je leur dis chapeau. Je félicite vraiment le comité de CGS qui a beaucoup œuvré pour que les enfants puissent venir à l'école. La scolarisation des filles est beaucoup prise en compte dans ce village. Il y a assez de filles à l'école. Bon, on ne peut pas expliquer ce phénomène-là du moment que c'est la même zone. Seulement, on dirait peut-être qu'à Nyarakala, ici, les gens ont compris le sens de l'éducation. Moi, je crois qu'ici, ils ont eu le bon sens à Nyarakala. La création de cette école communautaire a permis de combler le retard de scolarisation à Nyarikira. C'est pourquoi les villageois demandent à l'État d'ériger leur école en école publique. Même mission dans la région de Koulikoro, où les parlementaires ont rencontré là-bas les acteurs de l'éducation à Banamba. Les points discutés par les deux parties ont été la formation continue des enseignants, l'amélioration des conditions de travail des administrations scolaires et la gestion efficiente du personnel. Nos envoyés spéciaux, Sidou Sissoko et Nuhu Sissoko. Le manque de formation et de suivi des maîtres, la faible compensation dans la mobilité du personnel, l'insuffisance de sources d'énergie, la vétusté des moyens logistiques, ce sont là, entre autres réalités de l'éducation dans le cercle de Banamba. La gestion de l'école en mode décentralisé peine à combler les attentes. Le curriculum en phase de généralisation se heurte à des obstacles. C'est ce qui ressort des échanges entre la mission de la commission éducation de l'Assemblée nationale et les différents acteurs et partenaires locaux de l'éducation de Banamba. Le curriculum, ça va parce que nous sommes en train de l'appliquer. Donc, revoir la formation des enseignants, des acteurs. Ensuite, le suivi. Ici, le fonds ADAS arrive au niveau de la collectivité. La collectivité fait l'achat de la fourniture et fait appel au CGS, le président du CGS, pour aller enlever les fournitures achetées. Créé en 1975, le lycée de Banamba est le plus ancien lycée de la région de Koulikoro. Aujourd'hui, cet établissement est peu fréquenté. Le lycée n'a pas de salle informatique. Le laboratoire n'est pas équipé. Les produits sont périmés. À l'heure où nous sommes, le lycée n'a pas de professeur d'allemand. Les honorables députés de la mission éducation ont aussi visité les écoles à cantine.
Il s'agit de l'école publique d'Amdalaï premier cycle de Banamba et de l'école communautaire de Djassani. Les cantines que l'État doit alimenter, nous avons vu que ces cantines ne fonctionnent pas du tout. Alors que l'importance des cantines n'est plus à démontrer, parce qu'il s'agit des zones très difficiles où les enfants parcourent des distances sous le soleil. Parfois, s'ils vont à la maison, ils ont des problèmes pour revenir et reprendre les cours. Il faut que l'État joue sa partition. Et voilà, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, quitte Bamako aujourd'hui pour Yaoundé, dans la capitale camerounaise. Et à l'invitation de son homologue, le ministre Diop prendra part aux travaux de la réunion ministérielle et de suivi de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Cette première réunion ministérielle de suivi de la TICAD 5 sera consacrée à l'examen des questions de développement. La Commission de l'Union africaine, Addis Abeba, informe que le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation se tiendra du 20 au 27 juin prochain à Malabo, en Guinée équatoriale. Ce sera sous le thème « L'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique ». Le programme propose du vendredi 20 au samedi 21 juin, 28e session du comité des représentants permanents, COREP, lundi 23 et mardi 24, 25e réunion du conseil exécutif, et jeudi 26 et vendredi 27 juin, 23e sommet de l'Union africaine. C'est ce que nous signale notre correspondant à Addis, Alassane Diombele. Demain, 3 mai, sera célébrée la journée internationale de la liberté de la presse et d'expression. Chez nous, ici au Mali, la maison de la presse a prévu une série d'activités, aussi une occasion pour le RTM de faire un focus sur les conditions des médias au Mali. Le constat est que la situation est loin d'être confortable pour la profession, à Lucien Touré. Le rôle de la presse dans le développement économique et social de notre pays, c'est le thème national de cette édition de la journée de la liberté d'expression et de presse. Sur ce plan, la presse malienne joue sa partition à la mesure de ses conditions d'existence. On ne peut pas cependant en dire autant sur son classement au niveau international. Si nous nous référons au classement et à ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes 122e, on était 99e l'année dernière, donc notre classement n'est pas très réduisant, il faut le reconnaître. C'est plus ou moins difficile aujourd'hui de critiquer, ça c'est la vérité. Quand on critique, on est classé d'un bord ou de l'autre, c'est parce que la démocratie à notre avis. Et puis, les manquements même aux règles d'éthique et de déontologie au sein de la profession nous inquiètent énormément. Dieu merci, la presse malienne, elle est moins dans les difficultés que l'année dernière. Parce que cette année, on est dans une situation où on a toutes les institutions de la République et que les libertés sont garanties. Et aucun journaliste n'est pour le moment, aucun journaliste ne se trouve en prison. Au niveau salarial, ça ne va pas, il faut qu'on se le cache. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour mes confrères journalistes maliens, parce que je vois qu'ils se battent avec des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Il faut savoir que si un journaliste n'a pas le salaire suffisant pour pouvoir faire correctement son travail, alors il y a des risques importants qu'il ne puisse pas réussir à faire convenablement son travail. Et je vois que malgré ces difficultés, les confrères maliens font souvent le maximum pour réussir à informer le pays. Cependant, les défis à relever demeurent nombreux, même si le chemin n'est pas toujours bien balisé. Prioritairement, c'est la maison de la presse, qui est un centre de formation et de perfectionnement à l'origine. Mais nous le faisons en partenariat avec nos partenaires traditionnels, c'est-à-dire les amis du Mali, et l'État également. L'État aussi qui a ce rôle, qui a cette obligation de soutenir, d'accompagner sa presse. On a initié un projet sur la durée avec une école de Lille. Le projet d'ailleurs aujourd'hui, pour également des questions de moyens, il est suspendu, il n'est pas arrêté, mais il est simplement suspendu. C'est un message que je lance aux confrères privés. Leur rôle également, c'est la vulgarisation des grandes politiques de l'État. Sur le plan législatif et réglementaire, on note avec satisfaction la création prochaine de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais cela est loin d'être suffisant. Ce que nous attendons de cette instance et de l'État par rapport à cette instance, d'abord de cette instance qu'elle joue pleinement son rôle, mais de l'État qu'elle octroie à cette instance tous les moyens financiers et humains surtout
Concernant la dépénalisation des délits de presse à la mode aujourd'hui dans la sous-région, le président de la Maison de la Presse estime qu'elle est certes la bienvenue, mais elle gagnerait à être encadrée. C'est dire que le chemin à parcourir est des plus sinueux. Situation de la presse au Mali paraît illusante. Ailleurs, ce n'est pas mieux qu'on faire. La censure et les multiples arrestations lorsqu'on ne parle pas d'assassinat. Et c'est tout cela que condamne le secrétaire général des Nations Unies et la directrice générale de l'UNESCO dans un message conjoint dont nous vous proposons ici un extrait. Il est lu par Lazare Eloudou, représentant du bureau UNESCO au Mali. La Journée mondiale de la liberté de la presse souligne l'importance des médias indépendants, libres et pluralistes pour protéger et promouvoir les droits. Ce n'est que lorsque les journalistes sont libres de surveiller, d'enquêter et de critiquer les politiques et les actions qu'une bonne gouvernance peut exister. L'Assemblée générale des Nations unies a condamné sans équivoque toutes les attaques et violences contre les journalistes et le personnel des médias. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, nous appelons tous les États, toutes les sociétés et tous les particuliers à défendre activement la liberté d'expression et la liberté de la presse. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage aux 71 journalistes qui sont morts en 2013 dans l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais également vous informer qu'au Mali, en collaboration avec le ministère de l'économie numérique, de la communication et de l'information, la MINUSMA et l'ensemble du système des Nations Unies, nous avons décidé de rendre hommage aux 2 journalistes de RFI lors de cette journée. Des propos recueillis par Ba Traoré. Dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'Association des éditeurs de presse du Mali, le groupement patronal de la presse et l'Union des radios et télévisions libres du Mali organisent demain une conférence et qui portera sur le rôle de la presse malienne dans le retour de la paix et de l'unité nationale. Ce sera à la Maison de la Presse à partir de 9h, une conférence placée sous la présidence du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Mahamadou Kamara. Nous vous informons que le ministre Kamara offre également un dîner à la presse, toujours demain, à partir de 19h, ce sera au CICB. Autre rendez-vous au compte de cette journée de la presse, le syndicat national des journalistes et reporters du Mali qui vous convie à une marche pacifique demain samedi 3 mai 2014 à partir de 16h30. La marche partira de la Maison de la Presse au Monument de la Liberté où une déclaration sera lue. Les journalistes entendent ici protester contre les crimes contre la liberté de la presse, exigent que les auteurs des agressions, tortures, assassinats, menaces contre les journalistes au Mali en 2012 et 2013 soient arrêtés et traduits devant la justice. Le syndicat exige aussi l'arrêt immédiat des menaces contre la liberté de la presse et exige la protection des journalistes en tout lieu et en toutes circonstances sur l'ensemble du territoire national, conformément à la Constitution et aux conventions internationales à ratifier par le Mali. Restons mobilisés, notre force en dépend, conclut ce communiqué. Les concertations régionales du site de Bamako se sont tenues aujourd'hui. Cet espace initié par le Haut Conseil des collectivités est un cadre d'échange entre les acteurs de la décentralisation. C'est un reportage de Nuhu Sissoko. Par ces concertations régionales, le Haut Conseil des collectivités va à la rencontre de tous les acteurs de la décentralisation. L'objectif est de recueillir les attentes de la population et de rendre compte de ses activités. Il s'agit d'abord de débattre sur place des problèmes spécifiques liés à la mise en œuvre de la décentralisation, des problèmes dans le cadre du développement local et régional, d'en discuter sur place et de tenter de se donner des réponses aux préoccupations sur place.
L'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène figurent en bonne place dans l'agenda du Haut Conseil des collectivités. Les entraîner par rapport au problème d'eau potable. Il s'agit de rendre compte de nos activités au cours de l'année 2013. Le Haut Conseil des collectivités a salué les autorités politiques et administratives du district de Bamako pour les efforts consentis en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population. Il se réjouit aussi de la réalisation par WaterAid de points d'eau au point G. Et le président du Haut Conseil des collectivités qui informe également les conseillers nationaux, les invités, la presse, que l'ouverture de la première session de l'institution aura lieu le lundi 5 mai 2014 à partir de 17h à son siège, la maison des collectivités. À cette cérémonie sera présent le Premier ministre du gouvernement, Moussa Mara. Le communiqué qui indique que la mise en place est terminée à 16h30. Les forces armées du Mali qui poursuivent les efforts de réorganisation et de renforcement des troupes. La session de recyclage du groupement tactique interarmes Waraba qui se déroulait dans ce cadre vient de s'achever. Les soldats ainsi formés doivent être engagés sur le théâtre des opérations pour une période de 9 mois et avant de regagner leur poste. Ils ont reçu ce matin leur attestation. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la place d'armes de Kati. Un reportage de Moussa Fane. Cette prise d'armes consacre la fin du recyclage du groupement tactique interarmes Waraba. Elle intervient après 5 semaines de formation. Une formation qui vise à réorganiser et à renforcer les capacités des forces armées du Mali. Le GTIA Waraba, pionnier du chantier de réorganisation et de renforcement des capacités des forces armées maliennes FAMA, vient de compléter le cycle de préparation opérationnelle qui se concevait progressivement depuis le 2 avril 2013 avec l'appui de la mission de l'OITM. Waraba vient donc de fermer cette boucle que je note avec satisfaction. Il aura fallu pour cela l'engagement de tous les acteurs de ce chantier. Le commandant du centre de formation de Kouloukoro a invité les jeunes soldats à avoir confiance en eux-mêmes. Il a également exhorté les militaires à la solidarité et à la discipline. Ils ont été bien formés, ils ont été surtout des soldats formés, très avides d'apprendre. Ils ont été très à l'écoute, ils ont progressé énormément. Ce qu'on remarque, c'est leur motivation et puis la confiance qu'ils ont dans leur chef. Les soldats formés doivent être engagés sur le théâtre des opérations pour une durée de 9 mois. Le chef d'état-major de l'armée de terre a salué l'engagement et le professionnalisme des instructeurs de l'Union européenne. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations aux militaires ayant suivi la formation de recyclage. Le chef d'état-major général des armées, lui, est depuis quelques jours sur le terrain dans le nord du pays. Le général de division, Mahaman Touré, était à Aguelor et Tessalit avant d'arriver à Kidal où il a été accueilli au camp général Abdoulaye Soumaré. Au rendez-vous des troupes mobilisées et une population acquise à la cause du Mali, correspondance de Tchemoko Sagara. Il était 17h30 en ce dimanche 27 avril 2014 quand le chef d'état-major général des armées et la forte délégation qui l'accompagnait faisaient leur entrée dans le camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal. Ici, ce sont des militaires requinqués, le moral au beau fixe qui attendaient cette délégation. Une délégation présente dans la région depuis le mercredi 23 avril. Après une brève revue de troupes de tous les corps militaires, le général Touré et sa délégation ont salué la forte population de Kidal acquise à la cause. La joie d'accueillir leur chef d'état-major des armées était à son comble. Une joie bien justifiée. J'ai entendu les messages que vous avez envoyés et que vous avez transmis aux autorités. Le message d'insécurité. Cela veut dire qu'il nous reste beaucoup à faire. Et c'est le but de ma visite, de m'assurer que les missions qui nous sont assignées sont conduites à bon escient. Et s'il y a des insuffisances, voir ensemble quelles sont les voies et moyens qu'il faut que nous mettons en œuvre pour que ces missions soient assurées. Vous avez prouvé que votre attachement à la République n'avait pas de faille. L'avenir du Mali ne se construira pas
sans Kidal. Avant d'arriver au camp général Soumaré de Kidal, le chef d'état-major général des armées et sa délégation ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres dans la 8e région, les menant ainsi à Aguelhok, Tessalit, jusqu'à la frontière avec l'Algérie. À Ménaka, le PNUD s'investit dans le renforcement du vivre ensemble avec son projet d'appui à la cohésion sociale et au renforcement du dialogue national. Et ce programme qui vient de démarrer, qui a coûté 18 millions de francs CFA, sera mis en œuvre par l'ONG Danko pendant 3 mois dans les communes rurales d'Anderaboukan, d'Inkar, de Tidermen et d'Alata dans le cercle de Ménaka. À l'issue des activités, 60 leaders locaux seront aptes à gérer convenablement toute situation de conflit pouvant surgir. Correspondance de Drissa Koné. Ce projet est intitulé « Les communes rurales d'Anderaboukan, d'Inekar, de Tidermen et d'Alata en paix avec elles-mêmes et leurs enfants ». Il s'agit pour les leaders locaux de chaque commune d'organiser des forats avec leurs communautés respectives pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Au terme de ces travaux, une rencontre intercommunautaire sera organisée à Ménaka pour faire le bilan. Celle-ci a l'avantage de créer une synergie d'action entre les différentes communes de la zone. Au niveau de chaque chef-lieu de commune, une rencontre au cours de laquelle tous les leaders seront là pour les permettre de se parler, de se faire confiance et puis d'aller en avant. Au moins, on sait que beaucoup a été fait dans ce processus-là pour la réconciliation nationale et la cohésion. Pour mieux réussir cette politique, 60 leaders locaux, coutumiers, religieux, des groupements de femmes et de jeunes seront formés sur les thématiques de gestion des conflits, du rôle des jeunes et des femmes dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Ce que nous attendons vraiment de cette ONG, c'est de renforcer cette capacité, de faire en sorte que nos rencontres intercommunautaires ne soient pas seulement des rencontres de plus, qu'elles soient vraiment des rencontres qui permettent de renforcer la capacité et avec la mise en place des structures vraiment de veille. L'essentiel est que ce qu'on dit, qu'on le fasse, qu'on traduise tout ce qu'on a sur le papier en acte, sur le terrain. La paix, rien n'est possible sans la paix. D'une période d'exécution de 3 mois, le projet d'appui à la cohésion sociale et au renforcement des dialogues nationaux est financé à plus de 18 millions de francs CFA par le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. La Venise malienne vibre depuis ce matin au rythme de la première foire agricole régionale de Mopti. Elle est organisée par l'office RI, Mopti et ses partenaires. Un rendez-vous qui s'étale sur 3 jours et qui est dédié à la promotion des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Jules Sambou-Sissoko. Bienvenue à la première foire agricole de la région de Mopti, estampillée Officerie Mopti et ses partenaires au développement, avec ses 32 stands qui offrent presque tout, des produits agricoles qui témoignent du courage de nos paysans en passant par des outils de production et de transformation. Les initiateurs ont vu juste, car il s'agit bien de promouvoir la production agricole, halieutique et les produits de l'élevage, mais et surtout mettre en relation les différents acteurs. C'est dans l'espoir et permettre à nos producteurs de tirer de justes revenus de leur labeur que l'officerie Mopti et ses partenaires ont bien voulu organiser cette foire pour favoriser les relations d'affaires entre les producteurs et opérateurs économiques. L'opportunité est inouïe et intègre les objectifs des autorités du Mali, à savoir assurer la sécurité alimentaire. Le fait de choisir une capitale régionale pour effectuer cette activité cadre avec les objectifs du président de la République et du gouvernement, qui consiste à mettre en synergie le secteur primaire et l'industrie pour valoriser la production agricole à travers la mise en place d'une politique basée sur les pôles de développement économique régionaux. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue l'axe central du développement économique de ce pays. Ceci étant, cette foire trouve tout son sens. Cette foire Expo agricole qui se tient au terrain des sports du lycée Amadou Douko de Sévaré va durer 3 jours et l'accès est libre. Et maintenant, sur le front social, les responsables de l'Union nationale des travailleurs du Mali étaient hier après-midi face à la presse. Ça se passait à la Bourse du Travail. Au centre de cette rencontre, le cahier de charges, un document qui contient une dizaine de revendications
et des centaines de résolutions issues du dernier congrès de l'organisation syndicale. Nous faisons le point avec Abdrahman Maïga. Plusieurs chantiers attendent déjà l'Union nationale des travailleurs du Mali. Un cahier de doléances contenant une dizaine de points de revendication et des résolutions issues de son 12e congrès ordinaire vient d'être présenté à la presse nationale. Avec elle, d'importants sujets relatifs à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du Mali ont été évoqués, parmi lesquels l'accélération de la mise en application des résultats de l'étude sur l'équilibre de la grille de la fonction publique, la publication du bilan de la privatisation et le paiement des droits des travailleurs compressés. Ce n'est pas tout. L'application des conventions collectives signées et la poursuite de l'adoption de celles qui attendent. L'accélération de la relance du secteur postal et procéder à la libération de la part de 10% du capital d'achèvement est réservé au personnel. Le rehaussement du montant des différentes primes en l'élargissement des primes des zones aux autres secteurs d'activité de la fonction publique, les primes de logement, des frais d'émission des chauffeurs. À cela s'ajoute l'intégration des contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique de l'État, l'application rigoureuse des décisions et orientations du Conseil national des prix, sans oublier la mise en œuvre des protocoles d'accord signés entre les démembrements de l'UNTEM, le gouvernement et le Conseil national du patronat. En plus des recommandations, l'UNTEM œuvrera également à la satisfaction de certaines résolutions issues de son dernier congrès. Il s'agit notamment de la diminution de l'ITS sur les salaires, de l'augmentation des allocations familiales, du relèvement du taux de la valeur indiciaire, de la vie chère et du SMIC, entre autres. Le Parti citoyen pour le renouveau s'attelle à la formation civique des femmes du parti. Hier, elles étaient venues nombreuses à une rencontre initiée par les responsables du PCR avec comme thème central l'effort des femmes dans la reconstruction du pays. Issou Diakité. Le Parti citoyen pour le renouveau a voulu cette rencontre avec les femmes pour témoigner une fois de plus de son engagement à soutenir les initiatives féminines. Une façon pour le parti de mesurer le rôle et tout le rôle des femmes dans la reconstruction du pays. Les femmes jouent un grand rôle dans la reconstruction du Mali, comme dans toutes les nations. Le développement social de toute nation dépend des femmes. Les femmes constituent un socle vraiment dans le développement de toute nation. Et c'est dans ce sens qu'on voit que le rôle de la femme est très important dans la reconstruction, dans la mesure où, depuis le niveau de la famille, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation de l'enfant, du bien-être de l'enfant, aussi bien que de toute la famille. Nous avons des femmes qui travaillent au sein de nos entreprises, au sein du secteur public. Nous avons des femmes qui travaillent même au foyer. Tous méritent aujourd'hui une véritable reconnaissance du travail qu'ils sont en train d'abattre. Et aujourd'hui, nous devons réellement accompagner le président Ibrahim Boubacar Keïta et le gouvernement. Nous devons aujourd'hui accompagner leurs efforts. Tout le Mali aujourd'hui doit être debout pour que nous réussissions la construction nationale. Des artistes de renom étaient là pour accompagner l'initiative. Plus de 7 millions d'enfants de 0 à 5 ans recevront le vaccin de la poliomyélite à partir de ce vendredi 2 mai, et ce jusqu'au 5 mai prochain, et sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite lors d'un point de presse organisé par la Direction nationale de la santé en collaboration avec ses partenaires. Ces campagnes sont organisées pour renforcer l'immunité de la population contre la poliomyélite et réduire le risque de cas importés. Lamine Keïta. Ce point de presse a été l'occasion d'informer les hommes des médias sur l'évolution de la maladie au Mali, où il n'y a pas eu de cas de poliomyélite signalés depuis 3 ans. Toutefois, les progrès réalisés restent fragiles, car la plupart des programmes de vaccination des pays de la sous-région ouest africaine ne sont pas encore en mesure d'atteindre et de maintenir constamment les niveaux très élevés de couverture 3e dose par le vaccin polio oral. Cette journée que nous allons lancer du 2 au 5 est une journée très importante pour notre pays, parce que le gouvernement du Mali, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers et la société civile, mène les campagnes nationales de la semaine africaine de vaccination couplées au premier passage des journées nationales de vaccination. Pour les représentants de l'UNICEF, la vigilance doit être de mise car certains pays de la sous-région ouest africaine restent des foyers de polio. Nous avons enregistré beaucoup de progrès au Mali, mais
Vous le savez que tant que la situation dans les pays autour de nous reste toujours délicate, on n'est jamais à l'abri des risques de polio. Ça fait presque 3 ans maintenant qu'on va fêter sans aucun cas ici au Mali et ce n'est pas le moment de lâcher. De juin 2008 à décembre 2013, il y a eu au total 41 passages de journées nationales ou locales de vaccination. Ces opérations ont contribué à l'arrêt de la circulation du poliovirus au Mali, ont souligné les conférenciers. Le dernier cas recensé le 23 juin 2011 à Gounam était importé. Et nous rappelons que l'opération est déjà en cours depuis ce matin et qu'elle se poursuivra jusqu'au 5 mai prochain. Et c'est le centre de santé communautaire de l'Hippodrome en commune 2 de Bamako qui a servi de cadre pour le lancement de cette opération qui coûtera au gouvernement et à ses partenaires plus de 800 millions de francs CFA pour vacciner 7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Sokona Kabisoko. La petite Aïchata Mariko, âgée de 45 jours, a été le premier enfant à recevoir sa dose de vaccin contre la poliomyélite, premier passage de l'année 2014. La dose a été inoculée par Dr Moussa Guindo, chef de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce geste marque le lancement conjoint de la Semaine africaine de vaccination et des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette édition, qui est la première du genre de l'année 2014, se situe dans le cadre du renforcement des efforts consentis par l'État et ses partenaires techniques et financiers depuis plus d'une décennie pour éradiquer la poliomyélite au Mali. Au regard de la persistance de la transmission du poliovirus sauvage dans certains pays du bloc épidémiologique ouest-africain et la situation actuelle du septentrion de notre pays, il est important de ne pas exclure le risque de circulation du virus et de rester de plus en plus vigilant afin de parvenir à une éradication certaine de la poliomyélite dans un avenir très proche. Ces journées nationales de vaccination toucheront plus de 7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. La campagne qui se poursuivra du 2 au 5 mai coûtera plus de 800 millions au gouvernement et ses partenaires, à savoir l'OMS, l'UNICEF et le Rotary. La stratégie adoptée reste la même, c'est-à-dire le porte-à-porte. Les sages-femmes du Mali, certainement concernées par cette campagne de vaccination des enfants de 0 à 5 ans, commencent demain, 3 mai, la célébration de leur 17e journée internationale et une commémoration qui dure 2 jours. À la veille de l'événement, nous avons rencontré la présidente de l'association, Diko Fatoumata, répond aux questions des membres Sidibé. La Confédération internationale des sages-femmes regroupe l'ensemble des associations de sages-femmes du monde. Donc c'est cette confédération qui a décrété le 5 mai, journée internationale de la sage-femme, pour que dans tous les pays, les sages-femmes puissent se regrouper, discuter de leurs problèmes, et aussi ça constitue aussi une séance de formation continue pour les sages-femmes. Nous sommes à la 17e édition de la commémoration de la journée internationale de la sage-femme au Mali. La fidélisation des sages-femmes dans les zones rurales est un défi majeur pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. En fait, ce thème découle du thème générique de la problématique des ressources humaines dans le domaine de la santé, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs. On sait qu'il y a un grand problème, une inégale répartition des sages-femmes selon la zone. Et on a remarqué aussi qu'au Mali, que la plupart des sages-femmes en général sont concentrées soit à Bamako, et quand on va dans les régions aussi, elles sont concentrées au niveau des capitales régionales. Et on a fait des analyses pour voir comment il faut faire maintenant pour que les sages-femmes qui vont le plus souvent dans les zones dites difficiles puissent rester. Comment faire pour les fidéliser? Donc c'est pourquoi on va poser cette problématique, pour qu'avec le ministère de la Santé, avec les pouvoirs publics, avec les collectivités et avec les partenaires, qu'on puisse discuter et voir quelles sont les pistes, parce qu'on sait que les sages-femmes jouent un rôle très important dans le système de santé et aussi dans l'atteinte des objectifs du millénaire, surtout l'objectif 4 et 5 qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Cette journée est placée sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et nous avons pris comme marraine Madame Keita Aminata Maïga, l'épouse du chef de l'État, et aussi comme marraine le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.
Et maintenant, une fenêtre sur la musique avec le jazz dans tous ces États dans notre capitale. La 5e édition du Jazzy Koumben Festival de Bamako a démarré le mercredi dernier à l'Institut français du Mali. Mercredi, c'était le 30 avril, une date désormais retenue par l'UNESCO pour célébrer le jazz. Cette musique longtemps taxée d'élicite, mais qui en fait est celle du peuple. Et c'est justement ce côté populaire que ce festival de jazz Bamako cultive depuis sa création en 2008, en s'inscrivant dans une véritable démarche de démocratisation culturelle à travers des spectacles inédits dans la capitale. On retrouve quelques séquences jazzy de ce festival, c'est avec Modibo Soirée. Après une année d'absence suite à la crise sociopolitique et sécuritaire qu'a connue notre pays, le Jazzy Koumben Festival revient sur la scène musicale. Un retour marqué bien évidemment par ce nouveau rendez-vous à travers une série d'innovations. L'événement rassemble à chaque édition des artistes venant de divers horizons pour fêter et partager dans la plus grande communion le jazz dans toutes ses composantes. Nous fêtons une musique universelle, une musique de l'amour, une musique de la paix, une musique du désir, une musique du partage, une musique de l'intelligence des hommes qui ont su la rendre continuellement belle et incomparable. Cette année, l'événement se tient dans un contexte très particulier au moment où l'UNESCO décrète désormais le 30 avril Journée internationale du jazz. Évidemment, le Jazzy Koumben Festival se joint pour sa 5e édition à cette initiative qui met en valeur le jazz et son rôle diplomatique de rassemblement partout dans le monde pour promouvoir la paix et le dialogue entre les cultures. En cette période où le Mali est debout, c'est important que le jazz continue de nous rassembler. C'est important que nous continuions d'affirmer ces valeurs de respect. Nous avons besoin du jazz comme aussi un instrument de paix, car cette musique, qu'elle soit malienne, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit japonaise, nous touche au plus profond de nous-mêmes. Justement, la paix à l'honneur comme thématique de l'édition 2014 s'ouvre avec l'exposition des photographies du français Sébastien Riesec, des portraits de musiciens captés lors des différentes éditions de ce festival international. Une expo qui se prolongera jusqu'au 10 mai prochain par une jam session avec des musiciens de jazz d'ici et d'ailleurs. Nous venons de faire adopter en Conseil des ministres le statut du droit d'auteur et des droits voisins. Ce jour sera un jour très mémorable pour les artistes et cette pensée était partagée par tous les membres du gouvernement, par le Premier ministre et par le Président de la République. Il est temps pour les artistes de vivre enfin de leur création. Cette année, pendant une dizaine de jours, le festival propose une série de spectacles en partenariat avec une pluralité de lieux à Bamako et dans les régions. La programmation 2014 du Jazzy Koumben Festival intègre les concerts de Toumani Diabaté, Rokia Traoré et Jean-Rémy Guédon, organisés par l'Institut français du Mali. Merci à Modibo Soirée, à vous également, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ces journaux diffusés tard en raison de la journée marathon à l'Assemblée nationale, retransmis sur nos antennes. Le prochain journal, c'est demain 13h avec Khadija Toukone. Inch'Allah, je serai là demain pour l'édition du soir 20h. Bon début de week-end.